Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour le Spark Show. Donc rejoignez-nous, ça va buzzer, j'en dis pas plus. Des journalistes, des projets, des buzzers. Alors, je suis le fondateur de Spark News, Christian de Boisredon. Spark News, c'est quoi? C'est pour répondre à un problème qui est que tous les matins, quand vous vous réveillez, vous êtes déprimé par les mauvaises nouvelles. Or, il y a des millions de projets formidables, comme ceux qu'on découvre ici à Change Now, dont on est partenaire, qui sont malheureusement mal connus. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec les médias pour faire en sorte que ces projets soient beaucoup plus connus. Donc, on travaille avec les médias de plus de 50 pays, qui vont du Financial Times à TF1, à Asahi Shimbun au Japon, enfin un peu partout, avec des opérations, je ne vais pas m'étendre, mais qui permettent de faire découvrir 50 projets à 120 millions de personnes régulièrement. On a la chance d'être accompagné dans cette aventure avec les médias, avec les entreprises, par une entreprise qui est BNP Paribas, qui croit à ces sujets depuis le début. Et je dois avouer que nous, en tant qu'entrepreneurs sociaux, on a découvert qu'en fait, ils avaient des chargés de clientèle dédiés aux entrepreneurs sociaux. Donc ça change quand même tout. Quand vous avez un chargé de clientèle qui sait ce que c'est que l'entrepreneuriat social, qui comprend vos enjeux, qui s'y intéresse, qui vous invite à des événements, avec qui on peut partager, échanger. Et voilà, ça a effectivement changé tout. Et c'est vraiment l'ADN du Positive Impact de BNP Paribas. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec eux et qu'on s'est associé notamment avec eux pour le Spark Show. Donc j'invite sans plus attendre Raphaël Leroy, qui représente aujourd'hui BNP Paribas, et qui va se présenter et puis nous dire un peu plus pourquoi BNP Paribas est dans cette démarche. Merci Christian. Alors bonjour à tous, donc, je suis Raphaël Leroy, je dirige l'engagement d'entreprise pour les réseaux de BNP Paribas en France. Alors cette direction d'engagement, c'est un nouveau métier chez BNP Paribas qui a été créé en 2017 et donc qui est incarné au niveau du groupe BNP Paribas par Antoine Cyr. Et cette création de direction d'engagement n'est pas anodine. D'abord, ce n'est pas tous les jours qu'on crée un nouveau métier dans la banque. Et ce n'est pas anodin parce qu'Antoine Cyr a rejoint le comité exécutif du groupe BNP Paribas. Et ça montre vraiment notre volonté de mettre les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de notre métier, au cœur de notre activité. Alors, avec cette création d'engagement, moi je voudrais dire juste simplement que ça exprime aussi finalement la raison d'être d'une entreprise, la raison d'être d'une banque. Quand on est dans une banque, notre premier métier, c'est bien sûr d'être utile. D'abord d'être utile à nos clients, d'être utile à nos clients particuliers, d'être utile à nos clients entreprises pour les accompagner et faire grandir leurs projets. Mais ça, ce ne serait pas suffisant et ce serait même vain. Le métier de banquier, c'est aussi d'être utile dans les territoires où nous avons des agences, où nous avons des collaborateurs qui y travaillent, qui y vivent, et où notre destin est intimement lié à ce qui s'y passe. Et quand on dit être intimement lié à ce qui s'y passe, alors moi je représente la banque de détail en France, donc c'est des agences un peu partout sur le territoire. Être intimement lié à un territoire, c'est favoriser aussi l'inclusion, le dynamisme de création d'emplois local, favoriser la cohésion sociale. Et on remarque qu'on peut combiner à la fois des objectifs, et c'est notre ambition, des objectifs commerciaux, d'entreprises commerciales, avec une ambition de contribuer aussi à la réalisation des objectifs du développement durable. Et là, on a avec nous des entrepreneurs à impact que nous accompagnons, nous, depuis 4 ans. On a lancé notre démarche en 2014. Alors, je voudrais vous dire d'abord, la première chose, c'est que vous nous avez inspirés, parce que vous nous montrez qu'on peut très bien avoir un modèle d'entrepreneur avec un modèle pérenne et en même temps avoir un impact, une efficacité, un impact social et environnemental. Et puis vous nous montrez aussi que vous êtes des partenaires sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour réaliser cette ambition qui est nous aussi de contribuer à un monde à une croissance beaucoup mieux partagée, une croissance beaucoup plus durable, parce que de toute façon, en tant qu'entreprise, on a tout intérêt, nous aussi, à jouer notre rôle, parce que personne ne gagne dans un monde qui perd. Et il est important que tous, on parle nous de coalition, de collectif, et vous nous avez appris cela. Alors quand en 2014, on a souhaité vous accompagner, on avait tout de suite une volonté, c'était de vous aider d'abord à émerger, de vous aider à grandir,
d'abord parce que c'est notre métier de banquier, d'accompagner des entrepreneurs et donc d'être capable de se projeter dans des nouveaux modèles qui émergent, et vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis parce que nous avons aussi une autre ambition, c'est-à-dire non seulement de faire notre métier de banquier, de vous accompagner en tant qu'entrepreneur, mais aussi de vous accompagner parce que vous contribuez effectivement à cette ambition qu'on a pour beaucoup, de contribuer à une croissance beaucoup plus équilibrée. Donc depuis 4 ans, on a appris avec vous, on a effectivement des chargés d'affaires, Christian le rappelait, qui ont été formés, on a innové sur le plan financier pour pouvoir, on a mesuré de l'impact avec vous, mais surtout, au-delà de tout, on apprend nous aussi à changer. Vous êtes vraiment, on apprend à changer en profondeur. Vous nous aidez à revisiter notre façon de voir les choses. Et donc, plus que jamais, nous souhaitons nous mobiliser partout sur le territoire autour de vous. Donc, on a lancé Act for Impact. Donc, c'est un label, mais au-delà d'un label, Act for Impact, ça se veut vraiment pour ambition d'être un mouvement collectif, d'être tous ensemble pour vous faire grandir. Tous ensemble, c'est des financeurs, c'est des réseaux. On apprend à travailler avec tout un collectif pour qu'on vous fasse grandir à tous les niveaux et surtout qu'on vous rende visible. Et c'est vraiment ça l'enjeu de ce Spark Show. C'est comment on vous rend visible, parce que même si vous êtes de plus en plus nombreux, l'entrepreneuriat à impact, l'entrepreneuriat social, le Tech for Good, il n'est pas encore très connu. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, c'est bien, mais est-ce que ce sont vraiment des entrepreneurs ? Et oui, ce sont vraiment des entrepreneurs ou des associations, quel que soit leur statut, qui fonctionnent bien. Donc c'est ça, cette ambition, c'est vous rendre visible pour que partout sur le territoire, on ait envie de vous accompagner, de vous soutenir, et puis qu'on soit de plus en plus d'entreprises à être avec vous. Et je peux vous dire qu'on est nombreux à admirer tout ce que vous faites. Donc bon Spark Show, moi j'ai jamais vu, j'ai envie de buzzer. Donc maintenant c'est à vous, on the stage. Je vais changer de micro. Merci Raphaël, merci pour ton engagement aussi personnel. Sans plus attendre, je vais appeler les 2 personnes qui vont animer ce Spark Show, qui sont 2 des 22 personnes formidables de mon équipe Spark News. J'appelle pour animer le Spark Show Mathilde Himer et Camille Loiseau. Merci Christian. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue à ce Spark Show. Alors qu'est-ce que c'est un Spark Show ? Vous allez le découvrir, c'est un mélange entre TEDx et The Voice. TEDx pourquoi ? Parce que vous allez avoir 6 entrepreneurs sociaux qui vont pitcher en 3 minutes chacun leur projet à impact social et environnemental. Et pourquoi The Voice ? Eh bien parce que comme vous le voyez ici, il y a des buzzers. Derrière ces buzzers, il n'y aura pas le jury classique de The Voice, mais il y aura des journalistes 7 journalistes qui vont buzzer au fur et à mesure des pitchs à chaque fois qu'ils ont une question, un intérêt, voire une envie d'écrire un article sur les projets qu'ils sont en train de pitcher. Chaque buzz correspond à un engagement de la part du journaliste, soit à voir l'entrepreneur social après pour discuter et échanger plus amont, soit écrire un article, demander à son rédacteur en chef de pouvoir en écrire un par la suite. Sans plus attendre, on va donc accueillir notre jury de journalistes. Et nous allons donc accueillir Didier Mayran, journaliste pour l'émission Intérêt général et territoire. Merci de prendre place derrière les buzzers. J'appelle maintenant Sinatou Saka, journaliste chez France 24 et RFI. Cyrielle Ariel, journaliste et chroniqueuse. Bienvenue Cyrielle pour Ushuaïa TV et Yahoo Green. Patrick Longchamp, journaliste pour RCF. Paloma Moritz, journaliste et réalisatrice pour Spicy. Et Florent Verret, journaliste pour les EcoStart. Alors, merci de prendre place. Je vois qu'il y a déjà les tests de buzzer, on attend un peu. Alors, avant de commencer à appeler nos premiers porteurs de projets, j'aimerais poser 2 questions à nos journalistes. La première, ça va être pour toi, Patrick. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a amené cet après-midi sur le Spark Show et qu'est-ce que tu viens chercher ? Alors, le train ? Non, qu'est-ce qui m'a amené ? D'abord, les Spark Show. D'abord, ces lieux comme Change Now sont des lieux très inspirants pour nous, journalistes de solutions, parce qu'on trouve des innovations des innovations de tout style, qui nous permettent de pouvoir construire nos projets éditoriaux.
Et puis sur le Spark Show, souvent parce que vous apportez d'autres projets qu'on n'a pas forcément sourcés et qui vont nous permettre aussi peut-être d'ouvrir un petit peu nos chakras, comme j'aime dire de temps en temps, pour aller sur d'autres terrains sur lesquels on n'est pas allé ou on ne va pas forcément. Voilà. Merci beaucoup Patrick, donc tu es journaliste chez RCF. Et ma prochaine question s'adresse à Florent Verret, tu es journaliste aux EcoStart. Pareil, qu'est-ce que tu es venu chercher cet après-midi au Change Now? Eh bien nous, aux EcoStart, on aide les jeunes diplômés à s'insérer sur le marché de l'emploi, dans leur vie professionnelle. On les aide à répondre aux questions qui se posent sur les nouveaux secteurs, comment s'épanouir dans son futur job. Donc si ça peut avoir un impact positif sur la société, on dit oui. Ça marche. Et avant d'appeler le premier porteur de projet, nous allons faire un petit test des buzzers. Alors, à vos marques, prêts, partez, buzzez! Super! Génial, il faut faire pareil pour tous les porteurs de projet. Allez. Eh bien, sans plus attendre, je vais vous demander d'accueillir notre premier porteur de projet. On le sait, aujourd'hui, on a seulement 26% de taux de recyclage. C'est pas assez, et c'est pour ça que notre premier entrepreneur s'attaque à la question du recyclage et donne de la valeur à nos poubelles. Je vous demande d'accueillir avec grand fracas Éric Braque de La Perrière, fondateur de YoYo. Tu as 3 minutes. Bonjour à tous. On le sait tous aujourd'hui, il y a un énorme paradoxe qui nous touche, c'est le plastique. À la fois, c'est un matériau formidable, on en a besoin pour transporter, pour protéger, et en même temps, c'est une énorme pollution. Cette pollution, elle est maintenant intolérable. On a un taux de recyclage sur le plastique extrêmement faible, et pourtant, il y a tout pour régler ce problème. En France, il y a 1 milliard d'euros qui partent chaque année pour régler le problème du tri sélectif. 1 milliard d'euros. Et le taux de recyclage des plastiques, tout confondu, c'est à peine 20%. Et rien ne va plus parce que non seulement on a de l'argent, mais on a aussi des camions, des centres de tri, des poubelles de partout, et une volonté de toutes les communautés d'agir. Et avec ça, pourtant, rien ne marche vraiment. Rien ne change. Je vais vous montrer une chose. Cette quantité de plastique, c'est pour moi, et donc moi, vous êtes tous concernés. Ça, ce qui part en 6 mois à la poubelle ou ailleurs. Et ça, c'est ce qui est recyclé seulement. Tout le reste est soit incinéré, soit mis en décharge, soit part dans la nature et petit à petit gonfler l'océan. Et donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que tout ce système a été mis en place pour les habitants et non pas avec les habitants. Il faut changer cela. Il faut faire en sorte qu'on ait un dispositif qui permet de nous inclure dedans pour qu'on y retrouve un petit peu nos petits. Regardez cette courbe, 20%, 3% seulement d'augmentation du plastique. Si on prend une courbe à 20% et qu'on a plus 3 par an, combien faudra-t-il de temps pour arriver à un taux à peu près normal et surtout au 100% qui aujourd'hui est un engagement du gouvernement mais aussi énormément de parties prenantes en Europe. Donc nous, ce qu'on fait, chez YoYo, on ose arrêter la moralisation du geste de tri en disant il n'y a qu'à Faucon, il faut faire, mais on arrive maintenant à donner des cadeaux, donner ce qu'on appelle des rewards, en tout cas des intérêts pour ceux qui veulent plus et mieux trier. C'est quoi? Tout simplement des tickets d'accès au sport, des tickets d'accès à la culture, cinéma, concerts et autres, des transports gratuits ou peu chers, et enfin aussi toute une série de formations qu'on est en train de monter pour que celui qui trie bien puisse avoir un accès pour développer son employabilité. Donc YoYo, c'est une plateforme de récompense couplée à une plateforme de logistique qui permet d'augmenter et de doubler le taux de recyclage en 1 an. Ça, c'est la Duchère, le quartier de la Duchère à Lyon, un quartier prioritaire de la ville. On s'est installé en 2017 là-bas. En 1 an, on est arrivé à doubler le taux de recyclage. Et regardez la montée. Uniquement, là on n'est pas à 3%, on est nettement au-dessus, uniquement en disant aux gens, vous êtes avec nous, les récompenses c'est pour vous, et finalement le résultat vous en bénéficierez. Donc une écologie positive. Donc YoYo, c'est plus près des gens, avec les gens, et surtout créateur de liens sociaux pour créer de l'écologie. Voilà, merci beaucoup à tous. Et j'ai vu un buzz sur le tard.
Ah non, il y avait aussi un buzz, c'est toi, Sinatou? Alors, tu nous en as mis du plastique, hein. Merci. Alors, Sinatou, tu es la première à avoir buzzé. Tu es journaliste chez France 24. C'est bien Et ça RFI. Et RFI, pardon. Pourquoi est-ce que tu as buzzé sur le pitch d'Eric? Alors le projet, il me semblait très intéressant, ça est très très positif comme tu l'as dit. Par contre, j'ai une question, comment tu te finances? En fait, c'est extrêmement simple. On vend des prestations aux collectivités locales et aux entreprises. Et comme on a beaucoup plus de résultats, les collectivités locales, qui sont elles-mêmes financées sur les résultats, financent notre prestation et gagnent même de l'argent sur nous parce que l'augmentation des résultats leur amène des financements supplémentaires. Aujourd'hui, c'est qui vous ciblez qui en fait comme On a commencé à Lyon et à Bordeaux. On est maintenant dans presque 10 villes, Paris, Marseille, Lille. Donc nos clients, c'est les collectivités locales et c'est les entreprises qui veulent aller plus vite. Aujourd'hui, les entreprises, le fait qu'il y ait si peu de recyclage des plastiques, ça leur pose problème. Et quelques chiffres, moi j'adore les chiffres. Oui. Vous avez récolté combien de, je sais pas, de tonnes, etc., de plastique? Alors on est à peu près une trentaine de tonnes aujourd'hui. Sur quelle période? En combien de temps? En 1 an et demi à peu près. On va être dans 10 villes, l'année prochaine dans 30 villes. On va faire presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. On a recruté 15 personnes. On travaille avec toutes les associations des quartiers. Et on est assez spécialisé dans les quartiers populaires et dans les quartiers prioritaires de la ville. Et qu'est-ce qui marche le plus en termes de Alors c'est cadeaux, totalement étonnant. de rewards? Alors à Lyon, la récompense qui marche le plus, c'est forcément l'OL, les places à l'OL. D'accord. La deuxième récompense, c'est chez Pathé qui nous aide énormément. Pathé est vraiment un partenaire énorme. C'est des places de cinéma. Et la troisième, c'est une pince à ramasser. Parce qu'en fait, on donne des récompenses qui sont aussi des pinces à ramasser ou des gourdes Gobi pour éviter de boire tant de bouteilles d'eau. Et en fait, la troisième récompense, c'est une pince à ramasser. C'est donc les habitants se servent de cette pince pour encore plus ramasser des déchets sauvages ou autres. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi comme récompense l'aide au permis de conduire. Oui, alors on travaille sur cela. Ce qu'on veut faire, c'est de plus en plus de récompenses qui aient du sens, des expériences et d'avoir effectivement permis de conduire, formation, complément d'accompagnement dans des projets professionnels. Super. Voilà. Donc ça marche comment? Vous prenez un sac comme celui-là, vous le remplissez, vous le rapportez à votre coach, qui est un gardien, un commerçant, quelqu'un d'à côté de chez vous. Il bip le QR code. Vos points sont bien sûr donnés. Les points du coach sont aussi donnés. Et à la fin, notre plateforme logistique peut fonctionner à plein régime. Génial. En 2 secondes, Paloma, pourquoi tu as buzzé aussi? Déjà parce que j'avais pas mal de questions, mais du coup j'ai eu certaines réponses. Ce qui m'a intéressé, c'est justement cette idée de pousser à l'engagement et comment est-ce que... d'être sur l'engagement citoyen en fait. Et je trouve que c'est très intéressant cette idée d'avoir des rewards, etc. Et je me demandais justement si vous aviez vocation à peut-être vous élargir à d'autres domaines qui ne seraient pas forcément que le recyclage du plastique ou même à l'échelle européenne ou internationale. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres initiatives comme ça qui existent en fait? Alors la réponse oui, c'est qu'on a déjà été consulté pour travailler sur d'autres verticales de matériaux. Nous, on travaillera sur tous les matériaux qui peinent à être recyclés alors qu'ils sont recyclables. En fait, il y a un énorme gaspillage. J'étais la semaine dernière à Jakarta pour répondre à votre question sur l'international. Le fait d'engager les citoyens est de plus en plus une préoccupation. Aujourd'hui, tous les équipements sont là et on s'en sert peu. Donc, il y a beaucoup d'argent public qui est dépensé et peu de résultats. En 1 seconde, est-ce que vous vous définissez encore comme une start-up? Oui, bien sûr. On est une start-up, pourquoi? Parce que et ça sera le mot de la fin. Le modèle n'est pas encore stable. Et donc, en fait, dès que vous n'avez pas une régularité de revenus et donc une marge, donc une rentabilité, vous êtes une start-up parce que vous êtes prêt à refondre le modèle dès que c'est nécessaire. Ce qu'on a déjà fait 2 fois. Hein. Et en fait, on continue à progresser. Et surtout, on génère énormément d'envie de la part des gens qui sont dans des quartiers totalement abandonnés par tout ce qui est écologie ou tout simplement intérêt général. Merci beaucoup, Eric. Je te reprends le micro. Merci, tu peux repartir par là. Alors, la prochaine entrepreneur à venir nous rejoindre accompagne les entreprises dans la résolution de leurs challenges technologiques avec des talents atypiques. Je ne vous en dis pas plus, voici la fondatrice du cabinet OT Consult, Flora Thibault. Bonjour à tous, donc je m'appelle Flora, je suis psychologue spécialisée en neurosciences cognitives et j'ai cofondé OT Consult. OT Consult, on est une entreprise sociale de services du numérique
Nos consultants offrent leur expertise, leurs compétences à des grandes entreprises dans le domaine de l'informatique, de la recherche et développement, de la data. Leur particularité, c'est qu'ils sont tous sur le spectre de l'autisme. Ils sont autistes ou Asperger et ils ont des particularités qui leur donnent des difficultés d'accès à l'emploi. J'ai passé une partie de ma carrière à tester leurs compétences cognitives et j'ai constaté non seulement des vraies pépites, une vraie intelligence atypique chez ces personnes, mais aussi une souffrance liée à une exclusion socio-professionnelle quasiment systématique. L'autisme aujourd'hui, c'est plus d'une personne sur 100, dont 70% ont une intelligence normale ou supérieure, et en Europe, 75 à 90% sont sans emploi. Auticonsult, l'objectif, c'était non seulement d'offrir des opportunités d'emploi pérennes, mais aussi de les accompagner vers un bien-être dans l'emploi qui allait libérer leur potentiel professionnel. L'impact sociétal qu'on essaye d'avoir avec le modèle du consulting, c'est que nos consultants interviennent au sein des équipes de nos clients. Nos 15 consultants aujourd'hui, on vient de fêter nos 3 ans, sont dans des entreprises comme EDF, qui en accueille 3, Airbus, qui en accueille 2, mais aussi Decathlon, la Croix-Rouge, et ont travaillé sur plus de 40 projets cette année. Les équipes rencontrent nos coachs. On emploie aussi un coach pour 8 consultants, dont l'objectif est de sensibiliser, de former les équipes pour que l'intégration se passe au mieux, les informer sur les différences de nos consultants, mais aussi d'accompagner cette personne vers un bien-être au travail. On a fusionné il y a 2 ans avec une entreprise allemande qui, sur le même modèle, du coup, dans le monde, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse et au Royaume-Uni, Auticon, le groupe, emploie plus de 130 personnes qui sont tous autistes ou Asperger et qui sont tous en train de développer des projets technologiques chez des grands clients. Donc vous l'aurez compris, l'impact est triple. Il est social, il est technologique et il est économique puisqu'on offre des emplois qui sont vraiment dans un milieu ordinaire à une population qui est bizarrement très discriminée, surtout à cause de difficultés finalement minimes d'ordre social et communicationnel. En France, on a eu l'honneur d'être cité par le Premier ministre en avril en tant qu'entreprise pionnière, puisqu'on est les pionnières pour l'emploi, pour l'inclusion de ces profils atypiques, puisqu'on est en effet les premiers en France à développer ce modèle. Et heureusement, on se développe rapidement dans la France entière, en espérant impacter un maximum de professionnels dans un maximum d'organisations à l'échelle mondiale et d'offrir de plus en plus d'emplois dans de plus en plus de corps de métier à des personnes sur le spectre autistique. Flora, un grand bravo à toi et merci pour ce beau projet. 3 minutes, 3 buzz. Je crois que la première, si je ne me trompe pas, à avoir buzzé, ou le premier, je t'en prie. Quelle est la question, l'envie, l'intérêt qui t'a poussé à buzzer? On découvrira peut-être cela à l'antenne. En tout cas, je vous invite aussi bien dans mon émission de radio que dans mon émission de télévision pour parler de ces sujets, puisque tout ce qui touche au handicap, aussi bien dans Je m'engage que dans Intérêt général, c'est vraiment au cœur des sujets que je traite. Donc là, on ne va pas déployer. J'aurai plein de questions à vous poser, mais on le fera à l'antenne avec vos partenaires. Bravo. Merci beaucoup. Génial, un grand merci. Alors moi, j'ai buzzé parce que je trouve qu'on parle en général, on parle souvent de la question du handicap et de l'intégration du handicap dans l'entreprise uniquement à travers l'aspect ergonomique, comment on peut les accueillir, les postes de travail, le bien-être au travail, les parcours de formation, mais assez peu de la notion de personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, dans l'emploi et dans l'emploi supérieur, qui peut être un travail de technologie, de recherche, et puis même, ça c'était l'objet d'une émission que j'ai faite l'an passé, sur le handicap et l'entrepreneuriat, et comment une personne en situation de handicap peut à terme devenir aussi un entrepreneur à part entière. Tu nous rappellerais le nom de l'émission et est-ce qu'on peut la retrouver? L'émission s'appelle L'écho des solutions, c'est sur tout le réseau RCF, tous les lundis soirs à 17h, et sinon en podcast sur le site, bien évidemment. Merci. Le dernier à avoir buzzé, si je ne me trompe pas, c'est toi, Florian. Je te laisse nous dire pourquoi. Bon, d'abord, le projet est super intéressant. Et j'avais une question. Je voulais savoir quelles étaient vraiment concrètement les difficultés que les entreprises rencontraient pour intégrer les autistes et les Asperger. Vous avez dit que c'était d'ordre social, communicationnel. Concrètement, vous pouvez nous dire un exemple? Concrètement, ce sont des personnes qui déjà
en général, dans la façon dont ils communiquent, ont un aspect atypique, bizarre. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, le dysfonctionnement, il vient plus du recrutement classique dans les entreprises que de ces candidats qui ont les compétences concrètes, qui pourraient le prouver, mais qui ne savent pas les vendre parce que leur différence, leur handicap, il est d'un ordre social, communicationnel. Or, aujourd'hui, même sur des métiers purement technologiques ou manuels, on recrute des gens qui savent vendre leurs compétences finalement. Donc nous, par exemple, dans notre modèle de recrutement, on n'a pas du tout d'entretien d'embauche éliminatoire. On fait des mises en situation, c'est des tests cognitifs sur des compétences qu'on a identifiées comme valorisées dans les métiers de la technologie. Donc en fait, l'entretien d'embauche, c'est la première étape. Après, c'est l'inclusion, parce que dans tout métier, il y a quand même beaucoup de communication, il y a beaucoup de jeux, de pouvoir, d'ego, qu'ils ont plus de mal à comprendre que des personnes non autistes. Merci. Merci beaucoup Flora et à très bientôt du coup dans l'émission qui paraîtra quand? Ah bon, on va voir. En tout cas, je l'invite dans Je m'engage sur les Vivre FM et puis handicap.fr et puis dans Intérêt général pour les télévisions locales de France. Ça intéressera tous les territoires. Merci beaucoup et donc rendez-vous sur cette émission et suivez bien. Sans plus attendre, je vais inviter notre prochain porteur de projet. Aujourd'hui, on le sait un peu tous, manger des fraises et des framboises en hiver, c'est pas très bon pour l'environnement. Mais si vous êtes un romantique ou une romantique comme moi et que de temps en temps, le 14 février, vous offrez des fleurs et des roses à votre amoureux ou votre amoureuse, est-ce que vous êtes déjà posé la question de est-ce que l'impact est-il bon ou négatif? C'est la question que s'est posée notre prochain entrepreneur qui a essayé de trouver des solutions. J'invite donc Hortense à rencontrer des fleurs d'ici. Bonjour à tous. Qui parmi vous achète des fleurs au moins une fois par an? Voilà. Donc en fait, c'est 100% des ménages français qui achètent tous les ans au moins des fleurs au moins une fois par an. Donc on est sur un marché qui n'est pas du tout aussi anecdotique qu'il peut en avoir l'air. C'est un marché de 600 millions d'euros en France. Donc voilà. La problématique à laquelle nous on s'adresse, enfin qu'on essaye de disrupter, c'est qu'aujourd'hui 9 fleurs sur 10 sont importées en France. 9 fleurs sur 10 sont cultivées dans des pays en voie de développement comme la Colombie, le Kenya, l'Équateur, généralement par des femmes qui ne sont pas très bien payées et à qui on fait respirer des pesticides, donc ce qui engendre des problèmes de santé. Et enfin, avec une utilisation de l'eau qui fait que, par exemple, au Kenya, il y a des lacs qui s'assèchent, des déplacements de population, etc. Ensuite, ces fleurs, on les traite, littéralement on les botox pour pouvoir les mettre dans des avions, réfrigérer, donc l'impact carbone, etc., etc. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire chez Fleurs d'ici, c'est sur le principe des circuits courts, vous proposer des fleurs uniquement locales et de saison. Alors le de saison, attention, est-ce que vous sauriez dire, ces 4 bouquets représentent les 4 saisons. Je mets quiconque au défi de savoir quelle fleur est quelle fleur, parce que généralement les gens ne savent plus du tout la saisonnalité des fleurs. Donc, par exemple, les roses à la Saint-Valentin, je vous le dis, il faut arrêter en fait. C'est aussi bête que manger des fraises à Noël, ça n'a aucun sens. Par contre, voilà, ça c'est un bouquet que vous pourriez avoir pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle des roses de Noël, mais vous avez aussi des tulipes, des jacinthes, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc nous, ce qu'on a fait, on a fait une plateforme en fait, où on agrège des fleuristes d'excellence, des fleuristes qui ont une direction artistique impeccable, parce que on pense que le syndrome du bonnet péruvien, on en a un peu marre dans les entreprises à impact. On pense que la qualité et la direction artistique, c'est d'abord comme ça. Il faut d'abord faire du beau avant de faire du bon. Donc on agrège des fleuristes qui sont des fleuristes d'excellence, auxquels on demande de signer une charte d'achat responsable et qui, quand ils travaillent pour nous, on leur envoie des commandes de grandes entreprises ou de particuliers auxquels on fournit donc des fleurs régulièrement sur un modèle de panier, un peu comme les paniers d'AMAP. Pour les entreprises, en fait, la première chose que vous voyez quand vous rentrez dans une entreprise, c'est les fleurs qui sont à l'accueil. C'est une bonne occasion pour les entreprises de montrer leur démarche d'achat responsable. Donc si parmi vous, il y a des acheteurs de grands groupes qui n'hésitent pas à venir nous voir, nous on travaille déjà pour notamment BNP, merci Raphaël. On travaille aussi pour Orange, on travaille pour des grands groupes de luxe auxquels on fournit les fleurs locales et de saison qui soutiennent donc l'horticulture française. Et donc on essaye avant tout de faire du plaidoyer pour sensibiliser les Français à la question de la provenance des fleurs. Merci beaucoup de votre attention. Ah, quand même
j'y vais. On n'allait pas vous laisser repartir au moins sans une question. Merci beaucoup, Hortense. Sur le gong. J'aimerais bien savoir pourquoi les déterminés. Et vous êtes une femme. Ah, parce que je me disais, c'est quoi le titre? J'ai pas de rapport. Non, Alors, il y a autre chose qui m'a interpellé, parce que je me disais, il n'y a pas de rapport entre le titre et les fleurs d'ici. Est-ce que vous êtes en lien avec un ancrage territorial assumé, c'est-à-dire que la provenance, le processus de, j'allais dire, qualité de production émanant des territoires, c'est quelque chose qui est clairement étiqueté, voire qui fait partie de vos process d'observation avec vos partenaires, une forme de labellisation, etc. Et de respect, j'allais dire, du travail sur les territoires dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le respect du collaborateur, du terroir, de la qualité de la terre, de l'eau, tout ça? Oui. Alors, bon, déjà en France, on a une réglementation environnementale qui fait que le simple fait que ce soit produit en France, c'est déjà très nettement meilleur que tout ce qui se fait par ailleurs. Voilà, donc déjà, ça c'est la première réponse. Ensuite, sur la traçabilité, la transparence, nous on travaille sur des questions de blockchain. Alors la blockchain, les gens généralement croient que c'est les tokens et autres. La blockchain, c'est aussi une façon, à mon avis, ce sera la façon de demain d'assurer la traçabilité, la transparence de la supply chain. Parce qu'à travers la blockchain, vous documentez toutes les étapes de fabrication d'un produit. Donc nous, on travaille sur le fait de pouvoir donner à voir à travers un simple clic en scannant le produit qui les a produits, où, comment, avec quels intrants, quelle utilisation de l'eau, combien de kilomètres elles ont parcouru, quelle répartition de la valeur. Quel produit phytosanitaire, c'est ce que je dis, les intrants, ouais, c'est exactement ça. Voilà. Mais après, on ne peut pas nous s'engager sur des fleurs bio, forcément, parce que la fleur bio, c'est un modèle économique qui est très complexe, et sur des producteurs qui sont déjà en souffrance, ça n'a pas forcément grand sens. Donc vous restez sur le Made in France uniquement? On reste sur du Made in France. En fait, on est même plus sur du Made in local, c'est-à-dire que les fleurs que vous recevrez à Paris, c'est des fleurs qui auront été produites en Île-de-France, mais à Bordeaux, ce sera des fleurs d'Aquitaine, à Lyon, ce sera des fleurs de Rhône-Alpes, etc. etc. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Patrick, pour la question et Hortense pour le pitch. À suivre, bravo Hortense. À suivre, oui, bravo. Alors, j'ai eu la chance d'échanger avec lui il y a quelques jours pour préparer son intervention. Et si je devais retenir deux choses, ce serait engagement et authenticité. Je vous demande d'accueillir sur scène le fondateur des Déterminés, Moussa Camara. Déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Moussa Camara, je suis entrepreneur. Et j'ai voulu fonder Les Déterminés il y a à peu près 4 ans, après un engagement associatif et un parcours d'entrepreneur, où j'ai fait un constat que dans les quartiers, il y a un taux de chômage qui est assez fort, plus de 50% dans certains quartiers, et finalement, plus de 40 ans de politique de la ville qui n'avaient pas réussi à changer la donne. Donc nous, on s'est dit que dans ces quartiers, il y a une vraie envie d'entreprendre, mais cette envie d'entreprendre, malheureusement, parfois, elle n'est pas accompagnée, et on voit beaucoup d'entreprises qui, au bout de 3-4 ans, ferment leur société. Pourtant, ils ont un bon business model, ils ont un bon projet, mais ils n'ont pas forcément le réseau nécessaire, ils n'ont pas forcément l'accompagnement nécessaire pour pouvoir faire en sorte que leur entreprise soit pérenne. Donc nous, ce qu'on s'est dit, on allait créer en fait une formation, une méthode qui allait accompagner et aussi donner tous les outils et aussi permettre à des entrepreneurs qui sont éloignés de tous ces dispositifs d'être proches de cet écosystème économique entrepreneurial. Parce qu'on était convaincus que pour qu'il y ait une réussite sociale dans nos quartiers, il fallait qu'il y ait une réussite économique. Et cette réussite économique, elle devait passer par l'emploi, par la formation, mais aussi par l'entrepreneuriat. Donc depuis 3 ans, notre ambition à nous, c'est de créer en fait des nouveaux modèles d'entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs qui vont permettre d'être des exemples pour les générations qui vont arriver derrière. Aujourd'hui, on a lancé 8 promotions à l'échelle nationale, à Lyon, à Nancy. On a formé plus de 118 personnes. Il y a plus de 60% de femmes qui sont passées par nos formations, 44 créations d'entreprises aujourd'hui. Et l'idée aujourd'hui, notre ambition, c'est d'essaimer partout nos formations et accompagner des entrepreneurs qui n'auront pas forcément accès à tous ces réseaux, de leur permettre de les accompagner, les aider à structurer leurs projets et de les mettre en réseau. On a réussi à capitaliser un gros réseau d'entrepreneurs, d'entreprises. Et l'idée pour nous, c'est de leur donner toutes les clés pour que demain, dans les entreprises qu'on arrive à
à accompagner. Certains ont une ambition à taille humaine, mais d'autres ont une ambition, une grosse ambition, ils veulent se développer. Et je suis persuadé que dans les 5 à 10 ans, les prochaines licornes, ils sortiront de nos quartiers. Et ça, c'est l'ambition. Comme on a eu des champions du monde qui sont sortis de notre quartier au foot, on veut que demain, dans ces quartiers-là, on puisse parler d'une vraie réussite économique et que le paysage français économique puisse aussi avoir des profils différents. Voilà l'ambition qu'on s'est donnée. Voilà comment on essaie d'accompagner les personnes. Et c'est un projet plus qu'humain parce que derrière, il y a un vrai impact qui est généré derrière. Et ces entrepreneurs qui réussissent impactent autour d'eux et développent aussi cet esprit d'entreprendre. Et ça, c'est important pour nous. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie pour votre écoute. Au revoir. Moussa, merci. On s'est connus il y a 4 ans en fait, avant que je travaille chez Spark News. Et là, je vois le chemin accompli. Je me rappelle Abdou et tous les autres entrepreneurs. Et pour vous dire, vraiment, j'espère que ce seront les super champions du monde de demain. Mais déjà, je peux dire que c'est des gens qui ont la niaque, qui ont envie, qui font et qui font beaucoup plus vite sans forcément avoir les réseaux qui sont ici à Change Now aujourd'hui. Et donc, donnez un coup de main aux déterminés si vous le pouvez. Franchement, vous ne le regretterez pas, c'est des gens géniaux. J'ai pas vu d'où sont partis les premiers buzz, j'ai vu qu'il y en avait partout, donc la parole à ma droite. Les fleurs d'ici, je m'étais un peu planté à savoir d'où elles étaient. Mais lui, qu'il soit déterminé, il n'y a aucun doute, hein. On le voit d'emblée. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le modèle d'alliance entre vous, peut-être les porteurs de projets que vous accompagnez et les entreprises que vous citez dans un réseau, des PME ou des grandes entreprises. Quel est le modèle d'alliance que vous activez avec eux? Comment vous orchestrez tout ça? Et puis, je vous invite avec une de ces entreprises, un de vos porteurs de projets et vous, ou sur le plateau d'intérêt général, ou sur le plateau de Je m'engage. Avec grand plaisir, merci. Tu peux répondre au fur et à mesure. Okay. Ouais. Bah, c'est simple. Déjà, nous, on s'est rendu compte que déjà, il y a plein de personnes qui souhaiteraient entreprendre autour de nous, parfois ils s'autocensurent parce qu'ils se disent que ce n'est pas pour eux et que c'est difficile. À un moment donné, de se lancer, c'est des sacrifices qu'on va faire, personnels, des sacrifices parfois financiers. Et quand il y a tous ces freins-là, nous, ce qu'on essaie de leur faire comprendre déjà, c'est de leur dire est-ce que vous êtes sûr de vouloir porter un projet? Est-ce que vous avez mesuré les risques que ça peut avoir? Parce que l'idée, ce n'est pas de vendre du rêve aux gens et de dire que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tous. Non, c'est fait pour certains, d'autres, c'est peut-être pas fait pour eux. Une fois qu'on a fait ça, nous, on a réussi à capitaliser un réseau d'entrepreneurs, d'entreprises. Notamment, on est soutenu par des grands groupes, des personnalités de l'entrepreneuriat, etc., qui soutiennent ce projet-là. Et ce qu'on fait, parfois, ils ont besoin aussi de solliciter des entrepreneurs différents. Nous, au lieu d'envoyer tout de suite un de nos entrepreneurs directement face à ces réseaux-là, on préfère l'accompagner à structurer bien son projet, d'avoir vraiment un business plan assez construit, un état d'esprit bien comme il faut. Et après, on les connecte pour essayer de maximiser la chance de réussite de comment ils peuvent concrétiser ces projets-là. Voilà comment on marche. Et aussi, on fait aussi intervenir ces entreprises et ces entrepreneurs au sein de nos formations pour qu'ils puissent leur expliquer comment ça fonctionne, le fonctionnement de tout ça. Et ça aussi, je pense que c'est intéressant parce qu'ils apportent leurs compétences, ces entreprises, mais aussi ils repartent aussi avec un autre état d'esprit, une autre vision, une autre connaissance et une compréhension des codes de nos entrepreneurs. Il y avait une autre question de Paloma. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce que c'est vrai qu'on s'intéresse rarement à l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose à creuser, à mettre en lumière. Et particulièrement par le biais de nos médias pour montrer finalement aux entrepreneurs hors quartier, plus traditionnels, qu'il se passe aussi des choses et qu'elles peuvent être accompagnées et qui peuvent être aussi accompagnants via les déterminés. Donc je trouve ça super. De l'autre côté, il me semble qu'il y a eu pas mal de buzz et c'est parti en discussion. Sinatou, Cyrielle, est-ce que vous aviez des questions pour Abdou? Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une question. Ça pourrait peut-être déboucher sur un vrai sujet à faire pour la radio. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de projet que vous avez accompagné et qui a vu le jour aujourd'hui? C'est simple, on en a plusieurs. Aujourd'hui, moi, je pense à Karim qui a créé sa plateforme de mise en relation entre particuliers et les hôpitaux pour mettre des personnes d'urgence, sur un recrutement d'urgence. Il met en relation des hôpitaux et des infirmiers, des médecins, etc. pour pallier. Et là, il a incubé à Station F. En plus, on est dans ce lieu-là. Je pense aussi à Mehdi qui a développé un système d'objets connectés pour les entreprises et qui, en train de monter, a commencé à recruter.
c'est impactant. Il y a Anissa aussi qui a lancé son cabinet de recrutement dans les métiers de l'industrie. Elle a embauché 4 personnes qui étaient à la recherche d'emploi. Donc derrière, ça génère une activité économique. Et je pense aussi à Sarah qui a juste créé son entreprise de traiteur événementiel. Elle a un carnet de commandes rempli jusqu'à la fin de l'année. En plus, nos partenaires, ils la sollicitent souvent. Elle n'a pas peut-être créé d'emploi, mais elle a créé son propre emploi. Et déjà, nous, on est fiers de tout ça. Voilà. Moi, Moussa, on s'était vu l'année dernière sur Europe 1, j'avais fait ton portrait pour Circuit Court. Bah, moi, tout d'abord, je tiens à te féliciter une fois de plus et te voir encore là. J'ai envie de te dire, mais continue, bravo. Et donc, je dois faire quand même une question en tant que journaliste, au lieu de te féliciter, je suis trop dans l'empathie. Donne-moi un pourcentage de réussite par rapport au nombre de jeunes que tu as. Combien ressortent concrètement avec, on va dire, une structure pérenne qui dure au moins minimum 1 an? Ouais, c'est simple. En fait, nous, sur une c'est des promos de 10 à 15 personnes sur 6 mois. On les accompagne parfois plus d'1 an. Sur les 15 qu'on va prendre, il y a à peu près 7 à 8 projets qui vont sortir concrètement. Le reste, ils vont se rendre compte que c'est pas pour eux, ou c'est peut-être pas maintenant, ou peut-être que c'était pas forcément le bon business. Donc ils vont retourner soit à une formation, soit ils vont retrouver un emploi à la suite. Et ils repartent toujours dans un état d'esprit. Nous, on sait que d'avance, dans les 10-15 personnes qu'on accompagne, on sait que tous ne deviendront pas entrepreneurs. Mais il y aura différents chemins pour eux tous. Et en plus, surtout, on leur dit que finalement, l'important, c'est d'aller au bout de son projet. Ils ont quel âge, tes entrepreneurs? La moyenne d'âge, elle est 29 ans. Ça part de 20 ans jusqu'à 40 ans. Voilà. Tu donnes du sens à leur vie. Bravo, merci, Moussa. C'est gentil. Florian, la dernière question. Moi, je voulais savoir le rôle des investisseurs dans ton projet. Est-ce que vous en démarchez et quel est le retour quand vous leur présentez le projet? En fait, par rapport aux investisseurs, nous, on s'est rendu compte que par rapport à tous nos projets, les investisseurs, ils n'avaient pas forcément la connaissance en fait, des profils différents. 2 fois, ils sont dans leurs réflexes, ils ont l'habitude de financer des projets qui parfois leur ressemblent. Et là, notre travail à nous, c'est aussi de faire une sensibilisation auprès des fonds d'investissement. Et si ça ne marche pas, peut-être qu'on créera aussi nos propres fonds d'investissement pour pouvoir financer nos projets. Voilà. Moussa, un grand merci. Bravo. Garde ta détermination. Merci. Change pas, continue et tu reviens la prochaine fois avec un ou des champions du monde. Merci Mathilde, merci à vous. Sur un thème complètement différent, mais très important également, on sait bien qu'inventer une recette alléchante à partir de produits bio qu'on allait récupérer en vélo dans une AMAP, c'est l'idéal. Mais parfois, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément l'envie, puis on n'est pas forcément très bon cuisinier. Et du coup, si vous êtes un peu comme moi dans ce cas-là, eh ben, il y a Rutabago. Voici l'un de ses fondateurs. J'appelle donc Younes à me rejoindre. Bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Younes El Adjami et il y a 2 ans, j'ai cofondé Rutabago avec 2 amis, Pierre Pointard et Mathieu Comte-Majorino. Donc Rutabago, c'est le premier panier prêt à cuisiner 100% bio. Donc à la base, nous, on ne vient pas du milieu du bio, on n'a pas de compétences en cuisine, c'est juste qu'on en avait marre de faire les courses, comme 20% des Français. Et on s'est rendu compte du coup qu'on est nombreux aussi à vouloir faire bien, mais ne pas savoir quoi faire avec une courge et manger la même chose pendant 3 mois. Donc on a décidé de créer Rutabago. Et donc fini la corvée des courses, fini la question qu'est-ce qu'on mange ce soir. Nos abonnés reçoivent chez eux, chaque semaine, des recettes principalement végétariennes, conçues par des chefs et validées par des diététiciennes, ainsi que tous les ingrédients nécessaires pour les cuisiner. Prédosés, 100% bio, achetés en circuit court et achetés en circuit court tout court. Donc notre ambition derrière Rutabago, c'est vraiment participer à ce que l'alimentation bio ne soit plus l'exception, mais la norme, et que se nourrir sainement ne soit plus une source d'angoisse et d'inquiétude. On est en 2018 et c'est pas normal qu'il y a 70% des Français qui se disent inquiets de ne pas réussir à se procurer une alimentation saine. Donc les gens veulent bien manger, ils aiment cuisiner, mais il manque de temps et de solutions simples. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que le concept et le marché des paniers prêts à cuisiner en général est en pleine expansion, est estimé à 1 milliard d'euros dans 5 ans. Et sur ce marché, Rutabago est la seule offre 100% bio, écologique et socio-responsable.
Donc en 2 ans, on a fait pas mal de choses déjà. Il y a 3 tonnes de gaspillage alimentaire évité grâce au prédosage des ingrédients. 60 000 repas bio et anti-gaspi ont été cuisinés grâce à Rutabago. On a un taux de rétention de clients de 96%, une croissance forte, 30% tous les mois. Et on est en pleine levée de fonds, notre deuxième, parce qu'on croit que pour avoir un impact, il faut avoir une taille critique. Et on a déjà sécurisé une bonne partie de notre levée, principalement auprès d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Avant de finir, j'ai envie de partager avec vous les résultats surprenants mais rassurants d'une dernière étude parue dans la revue Nature Communications. C'est l'agriculture 100% biologique pourrait nourrir le monde en 2050, mais à condition de réduire le gaspillage alimentaire et de limiter la consommation des protéines alimentaires. Donc on peut nourrir la planète, on n'est pas obligé de passer par un mode industriel et intensif, il faut juste qu'on fasse autrement. Et c'est là où c'est pour ça qu'on a créé Rutabago, pour relever ce défi et participer à ce changement. Merci. Merci beaucoup Younes. Alors il y a eu pas mal de buzz, j'ai vu Patrick Longchamp, j'ai vu Cyrielle, j'ai vu Sinatou. Qui veut commencer? La fille Sinatou, on a une question en commun. Et déjà, moi j'adore vous parler à la végétarienne, voire végane que je suis. Okay. On avait une question avec Sinatou, je te passe. Alors, combien ça coûte? Est-ce que c'est accessible? Le prix de l'abonnement. Donc c'est moins cher qu'un menu de fast-food, sauf que c'est bio et c'est livré chez vous et vous avez besoin de moins de temps pour le cuisiner. Donc le prix moyen par repas par personne est de 7 €. Donc livraison, service, tout compris. Et pour vous donner une idée, c'est si vous voulez acheter les mêmes produits dans une boutique spécialisée, sans les citer, ça vous revient pareil, sauf que c'est livré gratuitement et partout en France. Et pour être servi, on doit habiter où? Toute la France, sauf la Corse. Ah. Et donc, d'ailleurs, c'est ça qui est un peu qu'on reconnaît dans le bio, c'est que la plupart des concepts de livraison de bio, le plus grand des marchés, c'est dans les petites communes en dehors de l'Île-de-France. La moitié de notre chiffre d'affaires est fait dans des petites communes, parce qu'il n'y a pas trop de solutions. À Paris, on a les boutiques spécialisées, on a les livraisons à domicile pour le soir, mais sauf que, contrairement à l'idée reçue, dans les petites campagnes, la plupart des gens achètent encore chez la grande distribution et ils sont contents de recevoir un panier sain, fait par des spécialistes avec des produits sélectionnés et 100% écologiques. Vous travaillez un peu avec les entreprises, avec les conciergeries d'entreprises aussi, ou ça reste très direct aux particuliers? Pour l'instant, c'est du direct particulier. On a quelques contrats avec des conciergeries d'entreprise ou des hôtels, mais ça vient de démarrer. On commence à aller vers cet axe-là parce qu'on a pas mal de demandes. On a aussi pas mal d'entreprises qui souhaitent offrir ça à leurs salariés pour leur permettre de manger plus sainement. Mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, on a principalement une clientèle de particuliers. Vous allez au Nantes Food Forum la semaine prochaine ou pas? Non, on n'y va pas. Tant pis. On verra ça alors. Ça marche. Oui, moi j'y serai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tu avais buzzé aussi. Moi, je voulais vous demander d'abord combien de repas vous aviez livrés. Je sens que vous l'avez dit, mais... Il y a 60 000 repas. 60 000, ouais. D'accord. Et c'est 60 000 à 60 000 personnes différentes ou c'est avec des personnes régulières? Oui, parce que c'est sous forme d'un abonnement, mais sans engagement. Et vous pouvez suspendre, sauter une semaine ou suspendre définitivement quand vous voulez. Il y a 0 engagement. Donc les gens qui restent, ils restent parce que ça correspond à leur mode de consommation. Donc les 60 000 repas, ça ne concerne pas forcément 60 000 personnes différentes. Et qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui pour démultiplier votre impact, justement, comme vous disiez, de la visibilité. Comment? De la visibilité. Pense pas ici. De la visibilité. Il y a aussi un changement de consommation, de mode de consommation. Ça, les gens ont l'habitude, même s'ils se plaignent, de manger chaque fois la même chose. Mais on se rend compte que c'est aussi une sorte de confort d'avoir toujours le même plat. Nous, on a la promesse que vous ne mangerez jamais la même chose d'une semaine à une autre. Donc ce changement-là, et de faire confiance à une boîte pour décider à ta place le menu que tu vas manger. De manger beaucoup végétarien. Nous, on a le plus gros de nos recettes sont végétariennes. Donc, il y a pas mal de choses aussi dans le mode de consommation à apporter et à éduquer les gens à faire ce changement. Merci beaucoup, Younes. Je Merci. reprends le micro. Oui, on peut l'applaudir. Et le dernier projet à nous rejoindre s'est donné pour mission de recréer du lien social entre les gens. Appelé Laboratoire de la solidarité par les uns et Superbar par les autres, je vous demande d'accueillir l'un des 175 copatrons du Social Bar, Renaud Seligman. Bonjour. Alors,
nous, on a fait un constat un peu triste. C'est que les gens, ils osent plus parler, ils osent plus dire bonjour, ils osent plus sourire. Dans les ascenseurs, dans les métros, dans les halls d'immeubles. Même vous, je suis sûr que vous n'avez pas parlé avec votre voisin. Alors que ça se trouve, il pourrait être sympa. Et ce constat, on a fait le même dans les bars, qui est pourtant un lieu de convivialité par essence. On y va en groupe, on n'y va jamais seul, surtout quand on est une femme. Et avant de rencontrer quelqu'un, c'est un peu compliqué, il faut avoir 4 grammes dans le sang. Alors du coup, nous, ce qu'on pense, c'est que ce manque de convivialité-là, il menace un peu notre vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle un peu la distance sociale. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens se sentent un peu seuls. Il y a 1 personne sur 5 en France qui se sent seule. Et du coup, on a inventé le Social Bar. Alors, le Social Bar, c'est quoi? C'est d'abord une entreprise sociale qui reverse jusqu'à 50% de ses bénéfices à des associations. C'est 175 personnes qui ont investi en un mois sur une plateforme de crowdfunding et qui, du coup, peuvent passer derrière le bar, peuvent choisir leurs chansons, peuvent participer aux réunions, aux AG. On les appelle les copatrons, ces gens-là. Et c'est notre premier réservoir d'idées et ce sont nos premiers ambassadeurs de convivialité. Et surtout, le Social Bar, c'est un laboratoire de convivialité. Donc, on a inventé un parcours de convivialité. Si vous venez au 25 rue Villot, c'est là où on est, vous serez accueillis devant le bar. Et on vous dira une chose, vous avez le droit de parler à des inconnus. Et puis, on vous dira que vous pouvez jouer le prix de votre verre au dé. 1 ou 2, vous allez gagner 1 euro. 5 ou 6, vous allez perdre. Mais c'est un inconnu qui lancera le dé pour vous. Et avec les copatrons, on a inventé des tas de trucs comme ça qui permettent de lever les freins à la rencontre et qui vous donnent des occasions de rencontre. Et franchement, ça marche. On est dans la rue la plus pourrie de Paris, vers la gare de Lyon, et il y a plein de gens qui viennent en groupe ou seuls. Il y a des femmes qui viennent seules. Et ils vivent une expérience de bar différente, une expérience joyeuse, une expérience de fête. Et pour nos amis des échos, sachez aussi qu'on est rentable. Alors que ce n'était pas gagné dans le quartier où on était. Pour l'anecdote, on a gagné 2 fois le concours de meilleur bar de Paris, par Time Out. Alors là, du coup, on a envie d'aller plus loin. On va ouvrir de nouveaux lieux dans de nouvelles villes, exactement sur le même modèle. Et on va essayer d'investir l'espace public, celui qui manque de convivialité, en créant un nouveau métier, porteur de convivialité. J'en dis pas plus pour le moment. On a besoin, du coup, de 2-3 choses. On a besoin d'un peu d'argent, normal, et on a besoin, évidemment, de toujours plus de jolies rencontres. Alors du coup, je m'adresse à vous, j'ai un petit message pour vous, les gens, pour vous, les créateurs de liens, pour vous, les journalistes, et pour les financeurs. Osez parler, osez venir nous parler et venez nous rencontrer. Merci beaucoup. Un grand bravo à toi. Et vraiment, je vous recommande ce bar. Moi, j'aime beaucoup sortir et c'est une expérience qui est unique. Donc, rendez-vous là-bas. On a eu quelques buzz. Je crois que c'est Paloma, la première, qui a buzzé, ou Didier. Patrick, battez-vous. Allez-y, qui est le premier à Paloma? Non, moi la question que je me posais, c'est est-ce que finalement les gens comment est-ce que vous faites pour que des personnes qui réellement se sentent seules viennent dans votre bar? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté phénomène de personnes justement engagées sur les questions sociales, environnementales ou un peu bobo parisien qui va venir parce qu'il trouve ça sympa, mais finalement la personne qui est réellement seule, elle ne vient pas? En fait, pour de vrai, il y a une vraie mixité. Et il y a vraiment des gens qui sont un peu seuls, qui sont un peu désociabilisés, qui viennent. Et ils viennent parce qu'ils ont entendu parler du bar, ils ont vu tous les commentaires sur Google, sur Facebook. Et ils ont vu qu'en fait, que tout le monde était accueilli et que tout le monde se sentait bien. Et après, on a vraiment des techniques de mise en confiance, de la façon dont on accueille. On crée ces petits jeux qui font que même s'ils sont seuls, ils auront des prétextes pour aller voir d'autres gens. Et en fait, on a plein de clients qui sont naturellement hyper sympas et qui vont accueillir ceux qui se sentent un peu moins en confiance. Et du coup, cette dynamique-là, elle est hyper chouette et elle marche en fait. Patrick? Alors, merci, c'est agréable de voir des lieux comme ça qui commencent à émerger parce que, alors, à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à sortir seul. Mais étant célibataire, de temps en temps, c'est bien de pouvoir sortir, mais on n'ose pas aller dans un bar parce qu'on se dit que on va s'asseoir, on va boire sa bière tout seul et puis voilà. Donc je trouve que l'idée est géniale. Je crois que tu as un nouveau client. Voilà, mais sauf que sur Nantes, c'est peut-être plus compliqué. Je vais t'accueillir. Voilà. Et deuxièmement, j'ai transmis l'info à un autre de mes confrères qui fait une émission qui s'appelle Ça fait du bien. Et je pense que c'est beaucoup plus acté pour lui et je lui ai transmis l'info parce que ça me semble vraiment très intéressant parce que je suis sûr que ça fait du bien à beaucoup de gens. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais relever dans votre témoignage, c'est que alors que votre projet est encore en devenir, en tout cas en espérance de changement d'échelle, vous avez noté que déjà, il y a des
bénéfice de l'argent qui est reversé aux associations. Donc ce n'est pas que les grands groupes, que ceux qui ont beaucoup d'argent, qui reversent aux associations. Parfois, on peut être un petit projet ou un projet en devenir et déjà être généreux. Donc j'ai zappé pour la générosité, mais j'ai aussi envie de vous entendre davantage sur le changement d'échelle. Nous, les télévisions locales de France, c'était V7 Nantes, c'était les Bordeaux, c'était les Lyon Métropole, Télé Corsica. Comment est-ce que ça peut grossir sur les territoires avec pragmatisme et engagement? En fait, on a un modèle, je vous parlais des copatrons. Ce modèle-là, il est assez génial parce qu'en fait, il crée la première communauté de clients et d'ambassadeurs en local. Et ensuite, on a un concept qui est duplicable. On l'a testé dans d'autres lieux, on l'a même testé au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur nous a sollicité pour aller dans un hall d'immeuble et faire en sorte que leurs agents se parlent, se fassent des hugs, etc., etc. Et ça marche, je vous jure que ça marche. Ils nous ont appelés 3 fois. Et du coup, c'est partant de ce constat-là qu'on s'est dit, en fait, on peut aller le faire partout, avec notre petite méthode, notre petite recette. Et du coup, on va aller bientôt dans les métros, dans les pelouses de parc, et on va inventer ce métier de porteur de convivialité, qui sera en fait un type qui aura sur lui un petit plateau de dés, des boîtes à défis, à boire et à manger, et on va créer des moments de convivialité sympathiques pour arracher des sourires et pour que les gens, ils se disent, ok, en fait, c'est sympa de sourire, c'est sympa juste de dire bonjour à quelqu'un. Voilà. Et on est accompagné par l'ESSEC et Entropia pour le projet de changement d'échelle. Et on est en train de lever entre 500 000 et 700 000 euros pour faire plein de nouveaux social bars partout. Voilà. Très bonne nouvelle. On Merci. a une toute dernière question très très courte. Une question pour l'ami des échos que je suis. Sur le business model. Comment la rémunération, c'est sur les consos, mais sur les hugs, par exemple, j'ai pas bien compris comment on se rémunère. Les hugs, c'est ce qui fait venir les gens qui boivent. Donc, on a un business model très classique qui est de la vente de limonade et de bière et d'alcool. Donc, on est en licence 4. Donc, ça, c'est pour le modèle de physique, de créer des lieux. Et pour le modèle du porteur de convivialité, l'idée, ça va être d'aller voir des entreprises et de leur dire on va faire de l'animation dans les lieux dont vous êtes responsable et qui ne sont pas animés. Et en plus, on va vous demander une petite taxe de convivialité. Et cette taxe de convivialité, elle va nous permettre d'aller dans les espaces publics, sur les pelouses, dans les métros, etc. et financer le modèle comme ça. Donc j'appelle toutes les entreprises qui ont envie de faire vivre la convivialité dans leurs espaces à venir me voir à la fin. Voilà. Un grand merci à toi. Le message est très clair. Si vous avez envie de hug, de convivialité, rendez-vous au Social Bar. D'ailleurs, on accueille le Change Now ce soir. Il y a pas mal de gens qui viennent ce soir, donc vous êtes bienvenus. 25 rue Villot, métro Gare de Lyon. Merci infiniment Spark News. Merci à toi. Un grand merci surtout à nos journalistes. On approche la fin du Spark Show, c'est grâce à vous que ça marche. Rendez-vous. On vous invite à écouter les émissions dans lesquelles passeront les porteurs de projets que vous avez pu écouter. Un grand merci à vous d'avoir joué le jeu et un grand merci à vous d'avoir écouté. À bientôt pour un nouveau Spark Show. Merci à BNPP et Christian qui ont permis ce Spark Show également. Bonne journée.